Bienvenue dans cette première série de vidéos consacrée à l'introduction à Kubernetes. Dans cette première vidéo, on va répondre à la question « Qu'est-ce que Kubernetes ?» On va découvrir les avantages à utiliser ces architectures qu'on appelle les architectures dynamiques et on va voir quelques principes de base d'utilisation de Kubernetes. Alors commençons donc en répondant à la question suivante, qu'est-ce que Kubernetes ? Kubernetes, donc, c'est un orchestrateur de conteneurs. Qu'est-ce qu'un orchestrateur de conteneurs? Pour faire simple, ça permet d'automatiser le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications conteneurisées. Alors, Kubernetes est un projet open source, il est issu d'un premier projet qui s'appelait Borg, ou qui s'appelle Borg, qui est l'orchestrateur de conteneurs de Google. Donc, il est maintenant en open source et Kubernetes est maintenant, ou fait partie maintenant du projet de la CNCF qui est la Cloud Native Computing Foundation. Allons faire un petit tour sur leur site. Alors, qu'est-ce que la Cloud Native Computing Foundation ou la CNCF? Comme sa petite devise que vous pouvez voir à l'écran, c'est Building Sustainable Ecosystem for Cloud Native Software. Donc l'idée, c'est de construire ou en fait de soutenir un certain nombre de projets open source nativement cloud. Alors parmi ces projets, on peut regarder ce qu'on a. On a les projets gradués, incubation, les sandbox projects, ainsi de suite. On peut trouver également la définition de la Cloud Native Foundation. Et on peut voir ici, si je prends les projets gradués, on va trouver bien sûr Kubernetes. On va également trouver Prometheus. Prometheus, donc, c'est un super outil. On aura probablement l'occasion de faire une formation sur cet outil de monitoring et d'alerting qui est assez exceptionnel. On va trouver également CoreDNS, par exemple. Typiquement, CoreDNS, on va l'utiliser pour gérer notre DNS dans Kubernetes. On va trouver plein de choses comme ça. Vous voyez, il y a FluentD pour tout ce qui est log. Il y a ContainerD, c'est donc un autre outil pour gérer les conteneurs, au lieu d'utiliser Docker, par exemple. Donc on va trouver plein de projets qui sont gradués comme ça, ou gradués, plein de projets, d'accord, ils ne sont pas gradués, c'est pas en français, plein de projets qui sont soutenus, ils sont soutenus par un certain nombre de membres. Alors il y a beaucoup de membres, il y en a énormément. Il y a les membres de type Platinum qui donc soutenir via cette fondation ces projets. Donc on trouve Amazon par exemple, Apple, IBM, Intel, je ne vais pas faire la liste mais vous voyez en face de moi Oracle, Red Hat bien sûr, Alibaba ainsi de suite, VMware. Donc ça c'est ce qu'on appelle les membres Platinum. Donc ils vont fournir des ressources, de l'argent, ils vont fournir surtout des ressources pour le développement de nouvelles fonctionnalités ou le développement de l'outil ou des outils tiers qui vont se retrouver à côté. On trouve également, vous voyez, les membres Gold, donc AT&T, on va appeler ça le Orange américain si vous voulez, SUSE, donc plein d'entreprises comme ça. Là, on est sur les Silver avec 406 membres. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens. On va trouver, bien sûr, vous pouvez voir, on va trouver Docker dedans, j'imagine, Datadog, typiquement, donc énormément, eBay par exemple, Elastic, donc énormément de membres qui vont, comme je dis, soutenir en fait les projets qui sont dans cette fondation. Donc, en l'occurrence, Kubernetes. Donc, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs open source. Cela signifie alors que son travail va consister à démarrer et arrêter des applications basées sur des conteneurs en fonction des exigences de l'administrateur système ou des développeurs. Alors quelles sont ces exigences? On va commencer par le placement de la charge du travail ou le placement du workload. En prenant un exemple, si je dois déployer une application dans un cluster, comment je vais déployer cette dernière? Sur quel serveur doit-elle s'exécuter physiquement? Est-ce qu'elle s'exécute également sur plusieurs serveurs? Pourquoi pas? De quelles ressources a-t-elle besoin? Est-ce qu'elle est hautement disponible? On peut poser la question aussi, comment les utilisateurs et les autres applications dans les conteneurs accèdent-elles à cette application? Doit-elle être co-résidente avec d'autres services ou d'autres conteneurs à l'intérieur du cluster? Où mon application va conserver ses données? Donc, un certain nombre de questions et toutes les réponses à cette question vont être définies dans notre code qui va décrire notre application. On va appliquer ce code à Kubernetes. Donc, considérons qu'une application dans un cluster Kubernetes, c'est pas simplement le code de mon application, mais c'est aussi, en fait, la vie de cette dernière. Le système dans
l'état dans lequel je souhaiterais que mon application fonctionne. Donc Kubernetes va nous fournir en fait ce qu'on peut considérer ou appeler comme une abstraction de l'infrastructure. Alors, en tant que développeur, si j'ai par exemple besoin de déployer une application en production, pour le développeur, on ne va pas vraiment se soucier de la quantité de CPU consommée, le serveur sur lequel se trouve notre application, la matrice de stockage sur laquelle mes données sont écrites ou lues. Tout ça va être géré par Kubernetes automatiquement, qu'on appelle l'état souhaité ou également le mode déclaratif. On va définir à quoi ressemblent nos applications ou nos services dans le code, et ça va être le travail de la plateforme Kubernetes de s'assurer que notre système répond à l'état souhaité. Notre application est-elle répliquée? Est-ce qu'elle a besoin par exemple d'un certain nombre de serveurs web, un serveur de base de données, peut-être aussi un middleware, une mise en cache partagée pour notre application? Et bien tout cela, on va pouvoir le décrire ou l'écrire dans le code qui va décrire à quoi ressemble notre système ou notre service. On va plus simplement s'intéresser à l'application, mais au mode de vie de l'application. Et on va l'appliquer à Kubernetes. Kubernetes va le déployer, et c'est Kubernetes qui va fournir ce que notre application a besoin, les ressources disponibles, par exemple, s'assurer également que le système est dans l'état souhaité que l'on a défini. Un certain nombre de réplicas, par exemple, en supposant que j'ai une dizaine de serveurs web, où je veux toujours avoir ces 10 serveurs web qui vivent dans mon infrastructure. Eh bien, je vais le demander à Kubernetes, et Kubernetes va s'assurer qu'on a nos 10 serveurs web. Alors, on va maintenant examiner certains des principaux avantages à utiliser Kubernetes. Alors, quand on fait du Kubernetes, on fait ce qu'on appelle des microservices ou des architectures basées sur des conteneurs. Donc ça nous donne la possibilité de déployer des applications rapidement. Alors quand je dis rapide, je dis extrêmement rapidement. Il nous permet réellement, à partir du code du développeur, de mettre à jour des applications presque instantanément. Donc comme je dis, la vitesse de déploiement va nous permettre d'itérer rapidement et de sortir rapidement de nouvelles versions. Donc la capacité de Kubernetes à absorber rapidement le changement, à faire rapidement l'itération, sortir de nouvelles versions, est un des avantages à utiliser cet orchestrateur. Donc ensuite, on va trouver également la capacité de Kubernetes à récupérer très rapidement. Lorsqu'on va définir notre système dans du code et que nous définissons cet état souhaité, typiquement un nombre de réplicas de serveurs web, par exemple, et que quelque chose fait que dans notre système n'est plus dans cet état, c'est-à-dire qu'on a un serveur web peut-être qui est tombé, ou deux serveurs web qui sont en panne, ou inaccessibles, ou pas disponibles tout simplement, eh bien Kubernetes va s'assurer que notre application revienne dans l'état souhaité en redéployant éventuellement, ou en redémarrant éventuellement les applications pour qu'on retrouve l'état souhaité, le nombre de réplicas de serveurs web, par exemple, qu'on lui aura demandé. Et ce, presque instantanément. C'est extrêmement rapide. Enfin, Kubernetes va nous permettre également de masquer la complexité de l'infrastructure dans le cluster. La gestion du stockage, des ressources, le placement de la charge de travail sont des fonctions essentielles d'un cluster. Donc les développeurs n'ont pas à s'inquiéter de ce type de choses. Lorsqu'ils déploient des applications, ils vont pas se dire « Ah bah ça va aller sur de la CentOS ceci, ça va aller sur de l'Ubuntu, ça va aller sur les Windows ou quoi que ce soit. » En fait, c'est complètement transparent pour le développeur. C'est l'administrateur ou les développeurs qui vont fonctionner ensemble ou qui vont travailler ensemble, pas fonctionner, ce ne sont pas des outils, qui vont travailler ensemble et qui vont définir « Ah bah tiens, mon application, voilà, elle tourne et elle aura besoin de telle ressource. » Et l'administrateur dira « on va rajouter dans le code, pas de l'application, mais dans le code qu'on va appliquer à Kubernetes, l'état souhaité de cette application. » D'accord ? Et ce code définit donc, comme je disais, l'état désiré dans notre cluster. Et Kubernetes va conserver l'état qu'on lui a demandé. Alors maintenant que nous savons ce que c'est Kubernetes et les avantages d'utiliser, on va jeter un œil sur certains principes de fonctionnement de base de Kubernetes. Alors je vous ai parlé d'état souhaité, on appelle ça également les configurations déclaratives. C'est là qu'on va définir, comme je vous dis, alors je me répète, mais c'est là qu'on va définir notre application ou vraiment l'état de notre déploiement dans notre code. Donc on va définir ce que nous souhaitons déployer.
Nous écrivons le code en le décrivant et on l'applique à Kubernetes qui fait le travail pour nous. Maintenant, une fois qu'on a défini en fait cet état souhaité, donc c'est à Kubernetes de le conserver dans l'état demandé par les développeurs et les administrateurs. Si par exemple on a défini que nous voulions 3 serveurs web en ligne, ça va être le travail de Kubernetes de s'assurer que ces 3 serveurs sont en ligne et disponibles. Parce qu'il y a la notion de disponibilité également. Si l'un d'entre eux, par exemple, se trouve indisponible, c'est Kubernetes encore qui va s'assurer d'avoir le nombre de réplicas des serveurs web désirés, donc de l'état souhaité, ou de l'état souhaité dans la configuration déclarative. L'objet pour ce faire, parce qu'on va appeler ça des objets, vous allez voir un peu plus tard, un certain nombre d'objets, il y a plein d'objets Kubernetes, on va utiliser ce qu'on appelle les objets contrôleurs, ou ce qu'on pourrait appeler également des boucles de contrôle, qui vont surveiller en permanence l'état du système pour les différents types de ressources dans Kubernetes. Et qui vont s'assurer que le système est bien dans l'état souhaité. Donc on a des contrôleurs qui vont vérifier régulièrement ce que l'on a demandé à Kubernetes est bien dans l'état souhaité, via la configuration déclarative. Revenons un instant sur la configuration déclarative. Alors la configuration déclarative, il y a la configuration déclarative et les configurations de type impératif. Alors, impératif, c'est ce qu'on fait depuis à peu près assez longtemps. C'est-à-dire qu'on se connecte sur une machine et on lui envoie via des commandes des instructions. Par exemple, je vais démarrer un conteneur, je vais démarrer une machine virtuelle, je vais ouvrir un port, je vais la connecter sur un réseau, et ainsi de suite. Et donc, je vais faire ça de manière impérative, je vais taper des commandes. Alors, prenons un exemple pour mieux comprendre en fait cette idée de déclarative et d'impérative. Dans mon entreprise, je suis d'astreinte le week-end et puis je m'aperçois que j'ai une demande de ressources assez importante de la part d'utilisateurs. On vient de lancer une nouvelle application et en fait elle marche, elle fonctionne où il y a beaucoup plus d'utilisateurs que prévu qui y accèdent. Donc je vais aller me connecter sur les serveurs et aller ajouter tout simplement des réplicas de mon application pour pouvoir répondre aux demandes, aux requêtes des utilisateurs et que ce soit disponible en fait pour mes utilisateurs. Donc je vais me connecter dessus et je vais taper un certain nombre de commandes. Je vais taper une commande, tu dis ah bah tiens maintenant je veux 10 réplicas au lieu de j'avais 15 réplicas excusez-moi. J'avais 10 réplicas et maintenant j'en veux 15. OK, et je vais taper les commandes. Donc j'ai fini mon opération, hop, je me déconnecte et puis mon astreinte se termine et puis mes collègues arrivent le lundi matin au boulot et ils regardent en fait l'infrastructure et là ils s'aperçoivent qu'en fait il y a 15 serveurs qui tournent. Et que logiquement, dans les documentations qu'on avait, on avait 10 serveurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper, tout simplement, faire la réduction d'un certain nombre de serveurs. Et peut-être, de nouveau, on va devoir intervenir pour répondre de nouveau à une surdemande ou une demande plus importante que prévu de notre application. Ça, c'est le mode impératif. On va devoir effectuer des opérations dessus, sans documentation. Ou avec une documentation, mais il faut préciser ce qu'on a fait tout le temps. Dans le mode déclaratif ou la configuration déclarative, je vais prendre mon fichier. Dans mon fichier, je vais dire, je fais une mise à jour d'un certain nombre de réplicas. Et lorsque mes collègues vont arriver, ils vont voir qu'il y a un certain nombre de conteneurs en plus. Et ils vont juste regarder, en fait, le fichier de la configuration déclarative, ce qu'on appelle un manifeste. Et dedans, ils verront qu'il y a une mise à jour. Et cette mise à jour, on pourra leur dire, mise à jour pour répondre au certain nombre de requêtes. Donc c'était pour faire une petite introduction sur la configuration déclarative. Alors un autre principe important qu'on va trouver sur Kubernetes, c'est ce qu'on appelle le serveur API ou l'API. Donc c'est le noyau central des informations dans un cluster Kubernetes. Alors c'est là que nous, administrateurs, développeurs, on va interagir avec Kubernetes, c'est là qu'on va lui prendre la configuration déclarative et qu'on va l'appliquer. On va l'appliquer à l'API. De cette façon-là, qu'on va interagir avec Kubernetes ou d'autres parties du cluster. Interagissent également les unes avec les autres pour connaître l'état actuel du système et éventuellement apporter des modifications nécessaires. Voilà donc quelques principes importants. Voilà ce que c'est un Kubernetes, un orchestrateur de conteneurs. D'accord, nous aurons l'occasion de voir tous ces éléments en détail
au cours de cette formation.